Ça y est enfin! Pour la seconde fois, SpaceX a fait voler le duo Starship Super Heavy pour un vol qui sera définitivement historique et dont on se souviendra encore longtemps. Mais justement, quel est l'essentiel à retenir du déroulé de ce vol? Les images les plus mémorables? À quoi faut-il s'attendre pour la suite? Pourquoi le fameux hot staging? Et pourquoi ne pas avoir récupéré les véhicules? Eh bien, si ça vous tente, je vous propose de voir ça ensemble pour une nouvelle dose d'espace. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. D'autre part, si vous avez des questions sur le Starship, son vol ou n'importe quoi qui y est lié, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je tenterai d'y répondre dans un prochain épisode FAQ Starship. Allez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on se retrouve tout de suite. Four, three, two, one. We have liftoff. Vehicle pitching downrange. Ça ne vous aura probablement pas échappé, mais entre ces échecs et ces réussites, le vol d'aujourd'hui aura été plus qu'en couleur et nous aura réservé tout un panel d'émotions. Alors, entre des débris, des explosions et des images exceptionnelles, je vous propose de revenir dessus étape par étape. Déjà, du côté du décollage, les choses se sont bien mieux passées que la dernière fois. J'en parle plus dans l'épisode sur les changements apportés pour ce second vol, mais les modifications apportées au Raptor et au système menant à leur arrêt semblent avoir bien marché et aucun des 33 moteurs ne s'est éteint cette fois-ci. Du côté du pas de tir, le déluge d'eau semble lui aussi avoir réussi à éviter la création d'un cratère, ce qui est toujours une bonne chose. Néanmoins, certaines vues, comme celle-ci de RGV Aerial Photo, suggèrent de possibles petits débris malgré tout. À l'heure actuelle, malheureusement, il est donc compliqué d'affirmer que le pas de tir n'a subi aucun dégât, mais ils sont certainement minimes comparés à la dernière fois, s'il y en a. Le restant du vol, lui, allait se dérouler relativement calmement, jusqu'à la séparation à chaud. Pour rappel, cette manœuvre est censée voir le Starship allumer ses 6 moteurs, 3 moteurs dédiés au vide spatial et 3 atmosphériques, alors que Super Heavy en a encore 3 allumés. Si la manœuvre en elle-même allait être un succès et prouver l'efficacité de la section dédiée pour permettre d'évacuer le souffle des moteurs de Starship et protéger Super Heavy, les choses allaient ensuite se gâter légèrement. Car à ce moment, Super Heavy doit en effet garder 3 moteurs allumés tout en se retournant pour se repropulser vers la côte du golfe du Mexique et sa zone prévue d'atterrissage. Malheureusement, c'est aussi à ce moment que Super Heavy allait être perdu. Si on analyse les images, on voit bien certaines expulsions de gaz avant l'allumage des moteurs, qui laissent hélas craindre une ou plusieurs fuites, mais c'est une supposition. Quoi qu'il en soit, quelques fractions de secondes plus tard, on voit bien l'autodestruction se produire correctement, ça aussi j'en parlais récemment, tout en haut du véhicule. Les explosifs sont en effet en général placés entre 2 réservoirs pour que les carburants se mélangent et provoquent la suite de l'explosion. Le Starship, quant à lui, allait continuer de se propulser encore quelques minutes avant que, à la toute fin de sa mise à feu, il ne soit lui aussi détruit et perdu. Entre parenthèses, le Starship a aussi perdu de nombreuses tuiles de protection thermique, mais il semble qu'elles n'aient pas été testées une par une pour ce vol, contrairement au prochain prototype, le S-28, et c'est donc à la fois plus prévisible et quelque chose qui, sans être grave, sera surveillé pour les prochains vols. Ainsi, malheureusement, les causes précises de la perte de ces véhicules restent floues. Rupture de réservoir, problème de moteur. Autant de théories possibles qu'il faudra attendre pour confirmer. Mais j'en reparlerai encore très vite dès qu'il y aura plus d'informations, donc abonnez-vous pour ne rien manquer et continuons l'épisode. Sur ce, avant de parler du prochain vol, je vous propose de répondre à quelques-unes de vos questions. Je tiens néanmoins à préciser que, sauf mention contraire, cette partie est préenregistrée puisque la réponse ne dépend pas du résultat du vol. Ça me permet de vous fournir plus de contenu de meilleure qualité et d'avoir plus le temps de le travailler. Bref,
Sur ce, pour la première question, pourquoi ne pas avoir prévu de récupérer le booster en mer au lieu de le couler et de l'abandonner comme ça a été dit plusieurs fois avant le vol? Eh bien, la question a du sens, mais il faut d'abord noter une chose. Le véhicule transmet une quantité colossale de données tout au long de son vol, à travers plus d'une centaine de caméras différentes par exemple, et probablement encore plus de capteurs en tout genre. S'il n'est pas impossible que SpaceX puisse gagner quelques informations sur l'état de Super Heavy, dans les faits, l'entreprise reçoit suffisamment de données sur son état et son évolution pour pouvoir se passer d'une inspection détaillée au sol. D'autre part, ramener le véhicule à terre serait aussi un défi colossal, coûterait énormément et, sans un solide retour d'expérience, tenter de le faire revenir se poser sur terre pourrait malheureusement mal se terminer et faire plus de mal au programme qu'autre chose en cas d'incident. Car vous le savez certainement déjà, mais tant pour Super Heavy que pour Starship, il s'agira d'un retour au pas de tir avec une assez grande précision. Or, malheureusement, sans retour d'expérience, cette précision ne sera jamais atteinte. Une autre question que je tenais également à aborder, c'était celle de la raison d'être de l'anneau dédié au hot staging et au hot staging en lui-même. Alors je vous fais la version courte, mais le hot staging, pour ceux qui auraient un doute, consiste à séparer Starship de Super Heavy alors que Super Heavy a encore 3 moteurs allumés, et en allumant directement ceux du Starship. Ça nécessite donc l'ajout d'un bouclier thermique pour protéger Super Heavy, ses réservoirs et son électronique, du souffle brûlant des moteurs Raptor du Starship. Et malgré l'ajout d'une section supplémentaire, percée pour permettre au souffle des moteurs de s'évacuer, cette séparation a plusieurs avantages. Déjà, il faut savoir que, pour qu'un lanceur puisse envoyer son carburant vers ses moteurs, il faut que celui-ci soit un minimum plaqué au fond des réservoirs et donc ait une légère accélération. Lorsque les moteurs sont coupés, le véhicule est alors en apesanteur et malheureusement, le carburant ne reste plus au fond des réservoirs. Pour ça, en général, des petits propulseurs secondaires sont utilisés pour plaquer le carburant au fond du réservoir, un peu comme si vous étiez plaqué au fond d'un siège d'une voiture qui accélère. En fait, c'est le même phénomène physique derrière, mais bref. Or, si Super Heavy garde des moteurs allumés et que Starship allume directement les siens, cela permet de se passer de tels mécanismes, d'éviter une période où tous les moteurs sont éteints et où le véhicule ralentit, et ainsi augmenter la capacité d'emport en orbite de près de 10%. D'autant plus que, dans le cas du Starship, il est hors de question d'utiliser les traditionnels boulons explosifs pour séparer le second étage de son premier, le Starship de Super Heavy donc, et cette méthode-ci a l'avantage d'être bien plus douce et de garantir une meilleure séparation. Les boulons explosifs, eux, bien que très efficaces, sont difficilement compatibles avec une réutilisation rapide. Pour ce qui est du prochain vol, et quoi qu'il en soit, sauf si les autorisations venaient à ne pas suivre rapidement, il ne devrait probablement pas se faire attendre aussi longtemps que celui-ci. L'étude de l'impact environnemental du déluge d'eau par exemple, impact qui s'est avéré minime, ne risquera plus de poser problème, et les autorisations de vol ne risquent pas de se faire attendre aussi longtemps. En plus, d'un autre côté, les prochains prototypes sont eux aussi déjà bien avancés. Bon, on ne peut pas exclure que les résultats de ce vol ne mènent à certaines modifications plus ou moins importantes, le Starship étant encore loin d'être terminé, mais il n'y a pas vraiment de raison de penser que tout sera aussi long qu'entre le vol d'avril et celui-ci. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir quel sera le prochain Starship à voler. Car d'un côté, le Starship 26, qui était un prototype non doté de tuiles et d'ailerons lui permettant de survivre au retour dans l'atmosphère, est le prototype le plus avancé pour la prochaine fois. Mais d'un autre, entre le démantèlement de son jumeau, le S-27, et le fait qu'il ne soit possiblement pas requis, il est aussi fort probable que SpaceX fasse le choix de continuer de s'essayer au retour atmosphérique, et que ce soit le Starship 28 qui endosse le rôle. Du côté des boosters, en revanche, les choses sont bien plus simples, et ce sera, sauf gros imprévu, le booster numéro 10 qui volera la prochaine fois que l'on peut décemment espérer pour le premier trimestre 2024 au plus tard. Mais ça, on en reparlera encore. Enfin, pour revenir sur le Starship qui volera, si ce vol-ci, cet épisode étant préenregistré, je suis obligé de le dire, a été une réussite, le S-26 a encore ses chances. S'il a été un échec en revanche, il est fort probable que l'on passe au S-28. On reparlera encore de tout ça. Alors d'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.